Le 13 mai 1948 est un jour que le petit Hanan Porat, âgé de 4 ans et demi, se rappellera toute sa vie. Il est depuis le mois de janvier réfugié dans un monastère désaffecté de Jérusalem avec des dizaines d'enfants et de femmes, tous évacués du kibbutz Kfar Etzion et du Gush Etzion. D'abord le radiotransmetteur qui grésille, on entend une voix fatiguée qui dit « Malka Nafla, Malka Nafla ». La reine est tombée. Malka, la reine, c'est le nom de code du kibbutz de Kfar Etzion qui vient de tomber. Les amis, je vous raconte l'histoire incroyable de la chute et du renouveau du Gush Etzion et du kibbutz de Kfar Etzion. Le Gush Etzion est un bloc de 4 kibbutzim fondés entre 1943 et 1947, en dessous de Jérusalem, avec au nord la ville de Bethléem et au sud la ville de Hebron. D'abord le kibbutz Kfar Etzion, le principal en 1943, puis Masouot Yitzhak, enfin En-Sorim. En 1947 s'ajoute Revadim, kibbutz de la Shomer HaTzaïr, la gauche sioniste. En fait, cette tentative d'implantation est la 3e depuis 1927. Un terrain rocailleux, brûlant en été, glacé en hiver. Pourquoi tant d'obstination? D'abord, on est ici au cœur de l'histoire d'Israël, en plein Bible Land. La route des patriarches sur ses crêtes, la tombe de Rachel ici à côté à Bethléem, la naissance de David aussi à Bethléem. Et puis là, derrière nous, à Hebron, le premier règne de David sur Hebron et sur ce territoire. Et puis stratégiquement, la route 60 qui relie le sud à Jérusalem. Les kibbutzim prospèrent, on couvre les collines arides de champs verdoyants, le son de la charrue et la voix de la Torah s'élèvent entremêlés, on entend le rire libéré des premiers enfants nés dans le Gush Etzion. En 1947, le kibbutz Kfar Etzion compte 163 habitants, 57 enfants. Et dans l'ensemble du Gush, on compte près de 500 habitants. Tout change fin novembre 1947, le plan de partage de l'ONU va laisser le Gush Etzion en dehors du futur État juif. Les 4 kibbutzim du Gush sont reliés à Jérusalem par une fine route sinueuse qui passe par de fortes concentrations arabes. Et donc bien sûr, dès décembre 1947, la route est bloquée par les combattants arabes, le Gush se retrouve isolé, assiégé. On tente de faire passer des munitions, des vivres, des combattants, soit par des convois par la route, soit à pied, après que 2 des convois ont subi des très lourdes pertes, après que 35 combattants qui tentent de rejoindre le Gush à pied soient massacrés jusqu'au dernier, les fameux Lamedhei, on comprend que tout ça ne marchera pas. En attendant, dès janvier 1948, on décide d'évacuer les mamans, les enfants, tous ceux qui ne sont pas en état de se battre, vers le monastère désaffecté de Ratisbonne à Jérusalem. Au moment de la séparation, ils ne le savent pas encore, mais c'est la dernière fois qu'ils verront leurs époux et leurs papas. En avril 1948, la Légion arabe de Jordanie se joint aux Arabes locaux pour écraser ces villages d'irréductibles. On commence à manquer cruellement d'hommes en état de combattre, de munitions, de vivres. Début mai, la Légion augmente sa pression et attaque avec toute la force d'un bataillon et de ses blindés. Le 12 mai, les Jordaniens lancent leur grande offensive. Le Gush et surtout le kibbutz de Kfar Etzion vont réussir à tenir toute la journée, mais on a cédé beaucoup de terrain, les pertes humaines sont insoutenables et les Jordaniens sont aux portes du kibbutz. Le 13 mai à l'aube, l'attaque reprend, les Jordaniens sont dans le kibbutz, les dernières tentatives de défense échouent. Le seul canon Fiat est hors d'usage, les quelques mines placées pour bloquer les blindés jordaniens ne fonctionnent pas. Yaakov Altman, le commandant du Gush, comprend que c'est fini. On essuie déjà plus de 100 morts, on décide de se rendre. Un dernier message à la radio pour les familles restées à Jérusalem. Malka Nafla, Kfar Etzion est tombé. Yaakov Edelstein, un des combattants, sort de sa position pour négocier leur reddition, on lui dit d'approcher et on l'achève à bout portant. Les autres combattants déchirent hâtivement les documents, détruisent leurs armes et un drapeau blanc à la main, se rendent tous. Ils sont devant ces bâtiments. Mettez-vous ensemble, on va prendre une photo de groupe. Et alors, à ce moment-là, arrive un blindé jordanien et à coups de rafales de mitrailleuses, fauche le groupe, rejoint dans le massacre par les Arabes locaux. Ceux des combattants qui le peuvent encore se précipitent dans le bâtiment, dans la cave du bâtiment, et meurent sous une pluie de grenades qui font écrouler sur eux le bâtiment. 242 combattants sont morts dans le Gush Etzion, 127 d'entre eux dans ce massacre innommable. Le lendemain, 14 mai, sous la protection des Anglais qui se réveillent enfin, les 3 autres kibbutzim vont se rendre. Les combattants sont faits prisonniers et seront en Jordanie pendant 10 mois. 80% des pères vont périr dans les combats du Gush Etzion. Les enfants restés au monastère deviennent les orphelins du Gush Etzion. Ils décident de rester ensemble et pendant plus de 5 ans vont continuer à vivre en communauté à Jérusalem puis à Yafo. On savait que notre maison, elle était au loin dans les montagnes et qu'elle s'appelait Kfar Etzion, raconte le jeune Hanan. Et tous les ans, les mamans et les enfants organisent un tioul dans les montagnes de Jérusalem jusqu'à un de ses sommets et de là-bas pointent vers un Alon, un chêne solitaire au milieu des collines désolées.
Hanan, tu vois le Halon, tu vois le chêne au loin? Eh bien, au pied du Halon, légèrement sur la gauche, tu vois la colline? Là-bas, c'est Kfar Etzion, là-bas, c'est la maison. Et les orphelins du Gouche grandissent, nourris des histoires de bravoure des pères, mais aussi des histoires du quotidien du Gouche Etzion. On connaissait chaque recoin du kibbutz comme si on y avait grandi, raconte Hanan. En juin 1967 éclate la guerre des 6 jours. Hanan Porat et les enfants du Gouche servent évidemment tous sous le drapeau. Et ils entendent à la radio, après la libération de Jérusalem, que Tzahal fait route vers Hebron et a libéré le Gouche Etzion. Ça y est, dès la première permission, j'ai rassemblé tous les enfants du Gouche, quasiment tous sont venus, raconte Hanan. C'était clair pour nous tous. On reprend la route des pères, on rentre à la maison. Reste à convaincre l'État d'Israël. Une première rencontre avec Moshe Dayan, le ministre de la Défense, ne mène à rien. Mais ils arrivent 10 jours avant Rosh Hashanah à rencontrer Levi Eshkol, le Premier ministre. Et en entendant l'amour de la terre et la conviction dans la voix de Hanan Porat, Levi Eshkol leur dit contre toute attente « Kinderlach, les enfants, vous voulez rentrer à la maison? Rentrez à la maison. » Quoi, maintenant, là, tout de suite, on peut y prier pour Rosh Hashanah? Kinderlach, allez prier à la maison. Les Shavu Banim Likvulam, les enfants reviennent à la maison. Aujourd'hui, le Gouche Etzion, c'est 90 000 habitants, 2 villes, des kibbutzim, des villages. Et le son de la charrue et la voix de la Torah retentissent de nouveau sur ces collines. Le Halon Boded, le chêne solitaire, devient Halon Shvut, le chêne du retour. Dans nos traditions, l'homme est comparé à l'arbre des champs, Etz Hasadeh. Hanan Porat explique dans un de ses livres, l'arbre, tous les ans, perd son feuillage. On appelle ça des feuilles mortes. Mais en fait, c'est ces feuilles mortes qui, en se décomposant, vont constituer le terreau qui va permettre à l'arbre de grandir. Les pères du Gouche Etzion sont tombés, mais leur combat et leur amour de cette terre est devenu le terreau sur lequel les enfants ont grandi et ont refait grandir cette terre.